qui aimait l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Screenshot, l'unique émission de la semaine sur la télévision H-Live, une émission qui fait parler d'elle. Donc, c'est sa 10e sortie, 17e sortie, oui, Screenshot. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter notre thème parce que nous avons un livre qui fait l'actualité, qui fait couler pas mal de salive dans la communauté, qui s'intitule « Marketing de la diversité ». Donc, le thème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'identité, l'ethnicité, parlons-en. Mais vous savez très bien qu'à chaque fois, j'ai toujours un invité pour développer le thème avec moi et même pour vous. Avec nous aujourd'hui, nous avons M. Wilson Lamossière, qui est chercheur et ensuite enseignant. Mais un membre associatif aussi dans la communauté qui, on le connaît, vous le connaissez très bien, il est très actif. Mais avant tout, vous savez aussi qu'il travaille aussi à RPC, Radio Passion Culturelle, qui donne son service à d'autres associations dans la communauté. Aujourd'hui, qui nous fait plaisir d'accepter à notre invitation. Et M. Wilson Lamossière, bonsoir et bienvenue. Bonjour, le premier Wilson, moi je suis le deuxième Wilson, Wilson numéro 2. Voilà, je suis très content d'être dans ce grand média, le seul média et télévision qu'on a dans la communauté. Télé H-Live, ce n'est pas sans raison que j'ai cité ce média comme référence parmi les médias communautaires qu'on trouve en France qui donnent des services aux différentes communautés étrangères qui vivent en France. Mais pour nous, qui sommes haïtiens, c'est H-Live. Voilà. Et merci, je suis très content d'être là. D'accord. Et ça tombe bien, donc le décor est planté. Donc, vous parlez de H-Live qui est un média dans la communauté. Donc, d'accord, on va revenir là-dessus. Mais déjà, marketing de la diversité, pour vous, vous êtes auteur ou bien écrivain? Alors, oui, je préfère auteur, parce qu'à la base, je suis enseignant-chercheur. Je suis enseignant, en même temps, je mène des activités de recherche. Pour préciser pour certaines personnes, parce que nous avons un public large, quelqu'un qui est enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui mène à la fois de la recherche et aussi qui fait de l'enseignement à côté. Pour être enseignant-chercheur, en France, selon les réglementations françaises, il faut terminer par une thèse doctorale et puis soutenue et mène des activités de recherche et en même temps faire de l'enseignement en parallèle. Bon, c'est comme ça, sinon on peut être seulement simple chercheur ou bien simple enseignant aussi, ça peut arriver. Et bon, moi j'ai choisi ces deux branches, c'est parce que la recherche me permet d'être toujours en contact avec des gens. Quand je suis avec quelqu'un, je cherche toujours à exploiter les potentialités que je peux tirer derrière. Pourquoi? Parce que j'ai fait une thèse vraiment sur le marketing, sur la gestion, sur le business, mais par contre, c'est appliqué dans tout ce qui concerne la diversité en France. Et quand on parle de la diversité, il y a des notions qui contourent et la diversité, comme la culture, la socialisation, et puis la psychologie sociale. Et quand je suis avec quelqu'un, je profite de ce bouillon culturel pour comprendre et aussi exploiter le potentiel de cette personne. Très bien. Mais qu'est-ce qui vous a poussé normalement pour écrire ou bien pour écrire un livre pareil, Marketing de la diversité? Ok, d'accord. Par rapport à votre question, quand on parle de diversité, je dis marketing de la diversité. Si on veut prendre le thème au pied de la lettre, on va dire
est-ce qu'on peut vendre la diversité? Est-ce qu'on peut marketer la diversité? Est-ce qu'on peut faire un peu de lobby pour la diversité? C'est en quelque sorte, c'est ça que je cherche à faire savoir. J'ai fait un peu de lobby, le thème du marketing de la diversité. C'est vrai, on parle du marketing dans le livre du début jusqu'à la fin. Mais par contre, c'est un travail d'engagement, comme un citoyen engagé qui porte un message, qui cherche à vulgariser un message. Alors ce thème, pourquoi ce thème? Si je prends le thème de mes recherches, c'est basé sur l'ethnicité au sens large. Et puis, comme j'ai réalisé cette thèse dans une école doctorale basée à Mines Télécom, l'Institut Mines Télécom, et c'est la seule école de commerce public en France, qui est gérée par Bercy. Mais quand j'ai réalisé cette thèse, la personne qui était ma directrice de thèse, cette personne-là avait passé 10 ans aux États-Unis à chercher à comprendre comment fonctionnent les différents étrangers qui vivent en France et également, pas en France, aux États-Unis, et également, comme elle était à Stanford, elle était plutôt en contact avec les réserves amérindiennes. Et c'est qui lui a permis d'écrire un livre sur le marketing ethnique en France. Et puis, elle a publié plusieurs offres de thèse, parmi lesquelles, le jour de ma soutenance, elle était présente. Elle m'avait demandé, est-ce que de ma soutenance de mémoire, bien sûr, c'était à Rennes, j'ai fait mon master à Rennes. Elle était présente dans la soutenance. À la fin de la soutenance, elle m'a demandé, est-ce que je suis prêt pour faire une thèse? C'est comme ça, j'ai dit oui. Bon, après, elle m'a expliqué le sujet. À la base, on voulait travailler sur le domaine alimentaire. Mais face aux difficultés, surtout des polémiques autour de la viande halal en 2011-2012, du coup, elle m'a suggéré d'orienter vers les services mobiles. Les services mobiles, par exemple, vous prenez votre téléphone, vous envoyez un SMS, c'est un service mobile, vous payez, vous effectuez des paiements avec, c'est un service mobile. Mais c'était difficile pour moi de trouver des personnes à interviewer. Du coup, on a terminé la thèse sur le secteur des télécoms. Parce que tout le monde utilise leur téléphone pour passer des appels à l'international, pour appeler au pays. Bon, depuis ce moment-là, je travaille sur ce domaine depuis 2011 jusqu'à 2014. J'ai terminé ma thèse, j'ai soutenu en septembre 2014. Et puis, à partir de cette soutenance, je cherche à faire émerger quelques articles. J'ai pu écrire environ 6 articles de recherche. J'ai envoyé à des revues. Il y a des revues qui nous ont rejeté après plusieurs évaluations, mais au final, il y a 3 articles qui ont été publiés, et puis le reste du travail, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça allait changer? Il y avait eu pas mal de promesses du président François Hollande, surtout avec l'histoire, si vous vous rappelez, l'histoire du mot race, qu'il avait dit qu'il allait supprimer dans les vocabulaires français. Et ça, il y a la question de race, espèce, à l'époque. Et ça reste encore. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Comme je suis en contact avec d'autres communautés et j'entends les discours, comment ces personnes souffrent, et dépendamment de leur origine, surtout les Maghrébins, c'est ce qui m'a permis de continuer ce travail. En 2016, j'ai fait évoluer mes travaux de recherche sur ma thèse. J'ai sorti un premier livre, c'était appliqué au secteur des télécoms. Si vous voulez faire du business ethnique dans le secteur des télécoms, comment faire? Et puis, je continue la réflexion, surtout avec l'histoire du pain au chocolat de Jean-François Copé, si vous vous rappelez. Avec Jean-Jacques Boudin, oui. Si vous vous rappelez cette histoire-là. Et tout ça, j'ai parlé de ça dans mon livre. Et également, tout ce qui concerne les élections de 2017, quand il y a les campagnes, les polémiques entre comment il s'appelle, le maire de Bordeaux, l'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui parlait de l'identité heureuse au courant des débats. Je me suis dit, ça c'est intéressant, il faut que je repense ces travaux, je mène la réflexion plus loin. C'est pour cela, je mène cette réflexion, je fais ce que notre grand auteur, comme il s'appelle, qui vient, lui il est né aussi à Bel Air, comment il s'appelle, le grand écrivain haïtien.
Franck Etienne, ce qu'il appelle Raleigh Menevini. C'est ça, ce travail-là que j'ai fait. J'ai fait ce travail-là sur ce concept. Et aussi, bon, comme je suis dans le business, il faut que je montre à tout prix le côté business dans ce travail. C'est à chaque étape, je présente le côté business. Chaque étape, je présente le côté business. Au final, je termine avec un livre. Je voudrais seulement formuler des thèmes généraux. C'était marketing ethnique en France, entre application et hypocrisie. Et quand je l'ai envoyé à plusieurs revues, plusieurs maisons d'édition, ils m'ont dit « Ah, non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, il faut trouver un autre thème. » Et le thème le plus approprié, j'ai trouvé, c'est marketing de la diversité. Là, marketing de la diversité. Là, on va essayer de décortiquer. Diversité, pour vous, ça veut dire quoi? Diversité, c'est quand on a plusieurs, diversité au sens du livre. Au sens du livre, oui, tout à fait. Diversité ethnique, je parle de diversité ethnique, diversité sociale. Hein, c'est quand il y a plusieurs groupes sociaux qui coexistent ensemble dans un même espace, qui arrivent à échanger, faire du business ou bien se familiariser. Ça, c'est dans ce sens-là que j'aborde le terme diversité. Et diversité, c'est... Là, on peut prendre un exemple, on peut dire que les Haïtiens qui sont là, les Africains, ou bien les Maghrébins. Les Maghrébins, les Français aussi. Les Français de première, deuxième, troisième jusqu'à quatrième génération. Okay. Bon, supposons, on ne fait pas de polémique. Si on prend le cas de Sarkozy, lui, sa première génération vient de la Hongrie. De la Hongrie. Vous voyez, c'est ça. On parle de Français, première, deuxième et troisième génération, tout ça, ce qui coexiste ensemble. Hein. Voilà, c'est ça qu'on appelle la diversité. Et c'est un thème que je cherche à faire évoluer. Bon, je dis je cherche à faire évoluer. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je me suis basé sur la doctrine de l'Europe. L'Europe, c'est s'unir dans la diversité. C'est s'unir dans la diversité. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs peuples qui forment l'Union européenne. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Je me rappelle que dernièrement, j'ai été à j'ai participé à une fête et puis j'ai rencontré un adjoint et au maire qui n'aimerait pas parler de question de la diversité parce qu'il estime que la France, on est universelle. Pourquoi? Si on dit diversité, c'est la division. Pour elle, d'après elle. Oui. Et pourtant, la diversité, c'est une richesse. C'est la coexistence de plusieurs groupes qui amènent quelque chose de différent. Bon, si on prend ces thèmes-là qui fait toujours débat, c'est plutôt dans les pays qui étaient les anciens pays colonisateurs. Par exemple, le thème de la diversité, on ne va pas trouver ça dans les Europes du Nord. Dans les pays de l'Europe du Nord. On ne va pas trouver ce terme, on va trouver... Parce qu'ils n'étaient pas colonisateurs. Par contre, à la base, c'était les premiers colonisateurs. À la base, c'était les premiers colonisateurs. Quand on prend des pays comme l'Angleterre, c'était colonisé par les Anglais qui venaient de Norvège et Finlande ou bien Danemark. Et pareil, l'Islande, c'est pareil. Et d'ailleurs, ces peuples-là étaient les premiers à arriver en Amérique. On parle de Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est une fumisterie. Bon, c'est juste une histoire. Alors, c'est les pays qui étaient les grands colonisateurs, comme l'Angleterre, la France, Portugal, l'Allemagne, l'Espagne. On parle toujours ces thèmes-là. En Allemagne, on parle, mais c'est un peu différent parce que c'est plutôt des minorités qui viennent de la Turquie. Parce qu'il y avait une bonne relation entre l'Empire, à l'époque de l'Empire ottoman, bien sûr. L'Empire ottoman. Avant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, et également de la Première Reich. Alors, à l'époque, il y avait une bonne coexistence en ces peuples-là. Du coup, il y a toujours les transferts entre la Turquie et l'Allemagne. Et après, on peut trouver des Ghanéens, parce que l'Allemagne avait colonisé une bonne partie du Ghana et quelques pays de l'Europe, de l'Afrique australe aussi, comme Tanzanie, Zambie, qui sont des pays qui étaient colonisés par des Allemands,
Mais il n'y a pas de polémique comme ça se présente en France. Et on a souvent tendance à dire en France, et c'est le pays de l'Union européenne qui a plus de monde, plus d'étrangers. C'est faux. C'est l'Allemagne. Vous estimez que c'est l'Allemagne qui a beaucoup plus d'étrangers? Non, ce n'est pas une estimation, c'est plutôt les statistiques des Nations Unies. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a plus d'étrangers. Mais c'est en France, on parle beaucoup plus qu'il y a d'étrangers. Et la présence de ces étrangers dans ces pays-là font toujours apparaître l'extrême droite. C'est partout. On trouve ça. Et j'ai oublié, je n'ai pas cité la Hollande tout à l'heure. En Hollande, et Nadja El Farel, c'est pareil. En France, on parle de Marine Le Pen. Maintenant, il y a Zemmour. Il y a aussi le maire de Béziers aussi, on peut citer. Et en Allemagne, il y avait un groupe qui s'appelle Pegida qui a pris naissance. Et en Angleterre, il y a aussi, en Grande-Bretagne, il y a un groupe qui s'appelle UKIP aussi, qui a pris naissance, comme des mouvements qui cherchent à revendiquer leur nationalisme par rapport aux étrangers qui sont présents. Au Canada, c'est moins parlant parce que quand Trudeau était président, était gouverneur du Canada en 1970, il avait beaucoup légiféré pour mieux intégrer les étrangers. Vous voulez dire quand il était Premier ministre alors? Oui. Premier ministre. Premier ministre, Justin Trudeau. Oui, son père là. Oui, actuellement. C'est plutôt son grand-père, oui. Son grand-père? Oui, c'était son grand-père. D'accord. Oui, c'était en 70, c'est longtemps. 70, ouais. Oui. Il a beaucoup légiféré. Et déjà, le thème communauté, c'est lui qui l'avait mis au grand jour. C'est pour cela, partout dans le monde, quand on emploie ce thème-là, c'est grâce à lui. Oui, mais c'est-à-dire qu'au Canada, quand vous faites allusion au Canada, c'est... Quand on parle de communauté, la communauté est bien vue là-bas. C'est visible, c'est ce qu'on appelle des minorités visibles. C'est un thème acceptable dans le milieu canadien. Oui, parce que dans les autres pays, quand on parle de communauté, c'est comme si c'est un truc... Oui, c'est un intrus. C'est un intrus. Oui, donc, vous avez bien dit, c'est par rapport avec le Premier ministre canadien qui a mis ce mot-là en exergue face à cette société-là. Puis depuis ce jour, le mot a évolué. Et puis aujourd'hui, au Canada... Donc, bref. Donc, on parlait de diversité, mais marketing. Quand on parle de marketing, la signification même de marketing, c'est quoi? Ouais, je préfère employer le thème du marketing de la diversité parce que c'est un courant très vaste. Donc, vous êtes en train de vendre ou de parler de la diversité. Oui, si vous me permettez. J'ai parlé de la diversité. Je suis en train de faire du lobby en même temps. Mais c'est de parler de vérité d'une vérité qui est cachée, de l'hypocrisie qui reste toujours dans ces pays-là. Et on va dire que si on veut vraiment trouver des produits d'origine, quand on va à Barbès, là, on va trouver des produits qui viennent de tel ou tel pays. Ça, on va trouver ces produits-là. Alors, quand je parle du marketing de la diversité, c'est ces courants-là que je parle, ces exemples-là, ces exemples de business qui existent en France. Parfois, on a tendance à oublier que ces business existent. Et aussi, des services qui existent. Des services, quand on parle des services, il y a des produits et des services, ça c'est pour un marketing. Des services qui existent pour des groupes particuliers. Là, si je prends l'exemple des seniors en France, les seniors, les retraités, ils ont leurs propres besoins, ils ont leurs propres services. Mais c'est mal vu en France. Quand quelqu'un commence à arriver à un certain âge, dépasse l'âge 35 ans, on dit que cette personne-là est considérée comme un autre groupe. Voilà. Okay. C'est là on voit il y a pas mal de différences dans la société française. Du coup, ces groupes-là ont leurs propres besoins. Les seniors. Je prends les seniors, les retraités. C'est pour cela qu'il y a une société qui s'appelle Club Sérénité qui développe des produits et des services pour des seniors. Alors, j'aborde ces thèmes parce que ça fait partie de la diversité également. Et pareil, et si on veut un produit, par exemple, le Kouniaman. Le Kouniaman, ça reste toujours breton. Quelqu'un ne peut pas fabriquer, à Paris, ne peut pas fabriquer un produit comme Kouniaman, un gâteau sucré comme ça, pour l'appeler Kouniaman. Il faut que ça respecte la tradition bretonne. Et également, en plus de la tradition bretonne et les recettes, il faut respecter de A à Z. C'est comme ça.
C'est toute cette richesse qu'il y a. Et dans la culture haïtienne, donc si on prend Accra ou Marinade, donc alors c'est différent. C'est vrai que quand j'étais arrivé, quand j'ai commencé à intégrer la communauté haïtienne de France, j'étais quelqu'un qui était très turbulent dans le sens que chaque fois je vois les Haïtiens utilisent les noms que les Martiniquais ou Guadeloupéens utilisent pour nos produits à nous, ça me faisait beaucoup de mal. Je les critiquais ouvertement. Je dis non, c'est pas comme ça. Voilà. Accra, c'est Accra. Quand on parle de Accra, on sait c'est le croquant qui, quand on met ça, ça fait. Oui, tout à fait. C'est croquant, c'est le malanga. Avec le malanga qu'on a fait. La base, c'est le malanga. C'est le malanga. Et parfois, on peut changer malanga, on peut mettre manioc. Manioc ou mazoubel, oui, tout à fait. On peut mettre même la banane. Bref. Alors que aux Antilles, comme nous dit Martinique Guadeloupe, quand on parle d'Accra, c'est notre marinade. C'est marinade à nous. Voilà, c'est différent. C'est notre marinade. Alors, c'est pareil. C'est cette histoire de punch coco, c'est leur punch coco. Nous avons crémasse. Tout ça fait partie de notre tradition. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est ça, quand on arrive dans un endroit, on voit ça, on sait qu'il y a des Haïtiens. C'est ça, c'est notre identité. Si on veut faire du business ethnique, marketing ethnique, il faut marketer ses produits à l'haïtienne. C'est ça. Il faut marketer ses produits à l'haïtienne. C'est pareil, quand on parle des kebabs, c'est tchuk. C'est produit tchuk, ça fait partie de leur tradition. Quand on parle du marketing ethnique dans le domaine alimentaire, ce sont ces choses-là qu'on aborde. Et produit halal, en plus, c'est de la diversité, marketing de la diversité, mais c'est la diversité ethno-religieuse. Parce que il y a l'aspect ethnique d'une part, et il y a l'aspect de la religion qui rentre en ligne de compte. Voilà. Donc voilà, nous allons prendre la première pause de l'émission et puis on revient tout de suite. Ne bougez pas. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot, 17e sortie. Donc, avec le chercheur enseignant, M. Wilson Labossière, donc actif de l'association en France, vous le savez. Donc, avec nous aujourd'hui, on est en train de développer le thème l'identité, l'ethnicité, parlons-en. Donc, M. Wilson, merci encore. Et dans le livre, je vois que vous avez axé sur l'identité, sur l'ethnicité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une grosse différence. Parmi ces deux thèmes, il y a un de ces deux thèmes qui fait partie de l'autre. Par exemple, et l'ethnicité et l'identité. L'ethnicité, quand on dit l'ethnicité, ça signifie identité ethnique. Identité ethnique, d'accord. Alors du coup, l'ethnicité fait partie intégrante du grand thème identité. Alors, quand on parle d'identité, c'est qu'est-ce qui permet d'identifier quelqu'un, quelqu'un au sens large. Ça peut être identité de groupe. Et bon, comme vous êtes dans les médias, nous sommes dans les médias. Qu'est-ce qui permet de nous identifier? Alors, nous qui sommes dans les médias, peut-être on est toujours en contact avec l'autre, écouter ce que l'autre a à dire, etc. Bon, ça, c'est l'identité au sens large. Alors là, on parle de différents types d'identité, d'où ça sort. Bon, là encore, quand on parle de l'identité, il faut faire des approches sur la culture de l'autre, la culture qui définit l'autre, les différents types de critères. Si je parle de la culture, bon, c'est un petit voyage de la sociologie. Dans la sociologie, on va voir les différentes composantes de la culture selon l'UNESCO. On dit la culture a
4 composantes principales ce sont les normes et les valeurs. Les normes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la société. Si vous faites telle chose, quelle peine qui vous attend, etc. Si vous violez ces normes, qu'est-ce qui vous attend. Alors, les valeurs, c'est ce qui nous définissent. Par exemple, on dit les valeurs haïtiennes. Les valeurs haïtiennes, on sait que l'haïtien avant, l'haïtien peut être avec vous, n'a même pas, on va dire, $1 ou bien €1 dans sa poche, il ne va pas vous dire. C'est à vous de deviner. Ça, ce sont des valeurs. C'est le respect des anciens. Ça, on a toujours ces valeurs-là. Alors ça, c'est une composante de la culture. Et puis les normes. Les normes, et quand on viole ces valeurs, c'est les normes qui sont là pour nous juger. Et puis les institutions. Les institutions qui sont à l'intérieur de la culture, les institutions, ce sont des endroits où on va pour apprendre les normes et les valeurs. Et puis les artefacts, ce sont des symboles. Ça me fait un peu rigoler. Cette semaine, j'ai vu des élèves qui viennent de passer leurs examens de 9e année fondamentale qui montent sur le statut de Jean-Jacques Dessalines. Ça, ce sont des symboles, c'est intouchable. Il ne faut pas toucher ça, ce sont des symboles. Ce sont des choses qui nous définissent. C'est pareil, on sait que j'espère que ça existe encore, quand on monte ou bien on descend le drapeau, il faut, si on est sur une voiture, il faut descendre. Tout ça. Ça n'existe plus. Oui, ça c'est symbolique. Ce sont des symboles qui font partie de la culture. Bon, tout ça, on dit, l'identité, c'est ça qui nous définit, c'est l'identité. Et dans l'identité, on trouve la culture. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les théories, mais au moins, j'ai fait cette approche. Autre chose, dans l'identité, il y a différentes sortes d'identités. Il y a identité culturelle, il y a identité nationale, qu'on rencontre qui sont les plus populaires. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Identité nationale, identité culturelle. L'identité nationale, c'est ce qui fait qu'on est encore une nation. On va dire que ça a pris naissance... Pour les Haïtiens, par exemple. Oui, pour les Haïtiens, avant qu'on parle des Haïtiens, j'y vais vite pour une minute pour parler de ça. C'est que l'identité, on pourrait dire que ça a pris naissance avec Zorobabel. Zorobabel, qui avait défini l'identité du peuple juif. Du peuple juif, c'est pendant qu'ils étaient en exil en Babylone. C'est à ce moment-là, il avait fait une compilation des principes, ce qui est devenu la Torah ou bien le Premier Testament de la Bible. C'était Zorobabel qui l'avait défini pour dire, nous qui sommes le peuple juif, comment on doit fonctionner, comment on doit vivre. Alors c'est pareil pour les Haïtiens, identité nationale, c'est ce qui nous fait Haïtiens. Par exemple, la fête du drapeau. Ça nous définit, ça nous soude, quel que soit dans le pays où l'on se trouve. Même si on a un problème avec quelqu'un, ce jour-là, on va être ensemble. Et le 1er janvier, ça c'est nous, c'est Haïtiens. La mort de Dessalines, ça représente un pan dans notre histoire, du coup, ça nous définit également. La bataille de Vertières, vous voyez, ça c'est dans ce sens-là. Par exemple, pour la France, on va dire 14 juillet. Ouais. Pour les États-Unis, 4 juillet. Voilà, c'est ça. Mais l'identité culturelle, c'est ce qu'on va trouver dans la culture de quelqu'un. Pour la France, on va parler de camembert, etc. Vous voyez. Et c'est pour nous, l'identité culturelle, la soupe. En plus, le 1er janvier, c'est national, mais la soupe du 1er janvier, c'est notre culture. C'est notre patrimoine. Le compas, c'est notre patrimoine. Partout, on nous reconnaît à travers... Le compas à travers ce rythme-là. Oui. Le vaudou également, il ne faut pas oublier ça. Le rara, tout ça fait partie de l'identité culturelle qui définit un Haïtien. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et bon, on va prendre pour les Maghrébins, c'est plutôt... le peuple, plutôt ce peuple-là, le peuple maghrébin, c'est plutôt par rapport à la religion, il y a le poids de la tradition qui est encore plus fort. Aussi. C'est qu'on voit et tout ce qu'ils font, c'est toujours en fonction de Dieu. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est Allah. Oui, c'est Allah. Oui. Le peuple maghrébin, donc c'est à travers Allah, on voit que automatiquement leur identité... Qu'ils expriment leur identité culturelle. Donc leur façon de manger aussi, c'est culturo-religieux.
C'est à la fois culturel et religieux. C'est la façon de s'habiller, tout ça. Oui, ça également fait partie du marketing ethnique, la façon de s'habiller. Ouais, ok. Oui, parce que à chaque fois qu'on arrive en face d'un arabe, c'est un arabe. Oui, oui. Et les vêtements qu'ils portent, ça coûte très cher. C'est ça qu'on ne pense pas. Ça coûte très cher. Il y a un gros business. Tout est business. Là encore, bon, par rapport au business, je n'ai pas parlé de ça dans mon livre. Mais par contre, on va voir les Ku Klux Klan aux États-Unis. Il y a un gros business à côté. Le vêtement qu'ils portent, tout ça, ça fait rentrer de l'argent. Chaque fois qu'ils font leur manifestation, il y a des gens qui font énormément d'argent aussi par rapport à ça. Mais à partir de tout ça, je vois que vous avez défini ou bien vous avez parlé de questions finance ethnique, business ethnique, alimentation ethnique. Alors, bon, avant que je parle de ça, tout à l'heure, j'ai fait oublier, comme j'ai tellement parlé de ça, Identité ethnique, c'est tout ce qu'on avait dit. Là, c'est l'ethnicité qu'on voit un peuple, c'est le mélange des deux. C'est le mélange d'identité culturelle, d'identité nationale, c'est ça qui définit l'identité ethnique. Bon, ok, on a parlé des types de business ethnique. Business ethnique au sens direct de l'application du marketing ethnique. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, pour appliquer marketing ethnique, il faut tenir compte des paramètres, des facteurs qui définissent l'ethnicité, notamment des facteurs d'ordre culturel. Là, si je parle des facteurs d'ordre culturel, prenons l'exemple, un occidental. Par exemple, s'ils font la queue, s'ils ne les connaissent pas, ils ne vont pas discuter. S'ils font la queue pour aller régler quelque chose, pour un service, s'ils ne se reconnaissent pas, ils ne vont pas discuter. Mais nous qui sommes haïtiens, une fois qu'on entend la personne parler créole, on discute avec la personne. Même si on était en Haïti, on va discuter avec la personne pour demander, mais vous venez d'où, tout ça. Mais c'est ça qui définit déjà. Alors, par rapport au business, ça fait partie de l'application de culture en marketing, ce sont des concepts très intéressants. Alors, par rapport au business ethnique, on parle de marketing finance, ou bien finance islamique, qu'on considère comme marketing appliqué en finance. C'est que les personnes d'origine maghrébine ou bien les personnes de confession musulmane, ces personnes-là ont besoin de leurs propres produits, leurs propres services. Ils ont leurs propres besoins. Alors, s'ils ont les propres besoins, ces musulmans, on va dire que sur le plan financier, on appelle ça finance islamique. Pourquoi finance islamique? Parfois, on dit finance halal, parce que c'est de la finance qui ne se base pas sur l'intérêt. C'est ça. Ça ne se base pas sur l'intérêt. Contrairement à la finance traditionnelle, qui se base sur l'intérêt. Et c'est seulement, il se base sur des garants. Des garants, et l'effet de l'influence sociale, c'est le fait des parrains. Il faut que quelqu'un soit là pour parrainer l'autre. Et comme ça, la confiance s'installe. On sait que la personne va venir pour rembourser, il n'y aura pas d'intérêt. Voilà. Et selon le Coran, on ne peut pas faire l'intérêt sur l'autre. On ne peut pas tirer de l'intérêt sur le dos de l'autre. OK. Voilà, c'est ça. Mais par contre, là, c'est finance islamique. Puis, il y a d'autres finances très, très symboliques aussi qui concernent l'ethnicité ou bien les finances ethniques, comme les transferts d'argent. Les transferts d'argent, MoneyGram ou bien RIA, ils s'adressent seulement aux personnes d'origine étrangère. Leur service, c'est seulement les personnes d'origine étrangère. On va trouver à Barbès, par exemple, ou bien à Saint-Denis. Quand on arrive dans ces boutiques-là, on voit déjà les visages qu'ils utilisent pour les affiches, on voit soit des Maghrébins, soit des Africains, ou bien quelques rares Asiatiques. Voilà, c'est ça de la finance ethnique. Et puis, la consommation ethnique, on avait déjà parlé, comme consommation halal et les kebabs. Tout ça fait partie de la consommation ethnique. Ou bien les restaurants antillais, haïtiens, indo-pakistanais, tout ça fait partie de la consommation alimentaire ethnique. Voilà. Et maintenant, on va passer à un autre point dans le livre parce que je me suis tombé dessus. Quand on dit, en ce qui concerne les associations et les clubs sportifs, ils jouent un rôle prépondérant dans la socialisation des individus. Ah oui, ça me permet de revenir sur la socialisation. Bon, comme on parle du marketing de la diversité, dans l'introduction, je parle de ça, j'ai fait la mise en contexte pour montrer en France, on commence à parler de ce courant-là, c'est
à partir du 12 juillet 1998, quand la France est devenue champion du monde et sur la grande puissance Brésil. Voilà. C'est là on avait dit c'était Black Blanc-Beurre parce que l'équipe était composée des franco-français qu'on appelle les blancs. Les blacks, c'était les noirs, à savoir les Desailly, les Lignan Thuram, Karambe, etc. Et aussi le beurre. Le beurre, quand on prend l'exemple de Yuri Diokaev. Yuri Diokaev, on avait considéré comme des beurs. On avait dit que les soit des Maghrébins, qu'on considérait à l'époque comme des beurs. Bon. Là encore, il y a un problème. Mais où l'on place les Chinois, les Vietnamiens, les Laotiens, surtout les Vietnamiens et Laotiens, c'est des pays qui ont été colonisés par la France, ils sont nombreux en France. Encore, vous voyez. Donc c'était avec le foot, on dit bon, c'est ça qui compose la France. C'est à ce moment-là on commence à parler de ça. C'est là les gens ont commencé à voir que le sport c'est l'un des moyens qui permet d'intégrer les gens dans la société française. Qu'on appelle assimilation, pour assimiler l'autre. Mais beaucoup de jeunes, j'allais dire en pile la créole, beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou bien des personnes d'origine étrangère, ils pratiquent du sport et c'est un excellent moyen pour qu'ils puissent arriver à se fondre dans la société française. Et quand on considère des étrangers, on n'a jamais pointé du doigt ces personnes-là. Parce que ce sont des sportifs, on les considère comme des Français tout court. Voilà, c'est pour cela que je parle de ça. Et bon, si on veut être sérieux dans cette réflexion, quand il dit on veut être sérieux, je parle aux Français, le mieux serait de mettre plus de place en crèche. Déjà, parce que la crèche, c'est l'un des meilleurs endroits de socialisation, d'apprendre les valeurs françaises à des petits, à se socialiser. Et aussi, c'est la première étape de construction d'une identité, une identité française, si on veut vraiment oublier toutes les polémiques qu'il y a. Quand il y a les élections, on trouve les fachos qui profitent pour parler tout et n'importe quoi et qui sortent tout type de discours. Alors, je pense que ce serait intéressant. C'est pas seulement le milieu sportif. Le milieu sportif, oui, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Il faut passer par la crèche et également aussi dans les médias grand public. Il faut qu'on ne présente pas les pays d'origine de ces étrangers-là quand il y a des problèmes. Par exemple, Haïti, avec l'assassinat de Jovenel Moïse, ça, on passe à Haïti tout le temps. Avec les tremblements de terre qui a frappé le côte sud, il passait ça souvent, vous voyez. Mais pourtant, il y avait le mouvement Petro-Caribé et compagnie. Pourquoi il ne présentait pas ça? Vous voyez? C'est ça qu'on demande. Je prends l'exemple d'Haïti, l'exemple des pays africains, c'est quand il y a un coup d'État. C'est à ce moment-là. Ou bien quand il y a une famine, une sécheresse. C'est ces images-là qu'il projette aussi. Il faut qu'il y ait au moins une meilleure représentation dans les médias aussi. Ça permet de mieux intégrer les gens. J'ai remarqué dans le livre aussi, je vois qu'à invoquer le mot communautarisme, mais en disant que c'est une doctrine créée aux États-Unis dans les années 1980. Oui. C'est à l'époque, on crée ça. C'était plutôt un juif qui avait réalisé une pièce théâtrale pour montrer comment la société américaine est composée. C'était comme une sorte de bol, et qu'on met pas plusieurs types de salades. On fait un mix comme ça, les gens peuvent consommer. C'est comme ça. Il a présenté comment la société américaine fonctionnait. C'est ce qu'on appelle le thème de salad bowl. Alors on dit que oui, c'est un thème qui vient des États-Unis, du communautarisme, c'est que chaque communauté vit de manière séparée de l'autre. Alors, c'est pas juste des groupes de personnes qui vivent là, aux États-Unis. C'est totalement différent de ce qu'on entend dans les médias en France, ça n'a rien à voir. Parce que quand on parle de communautarisme aux États-Unis, ils ont leurs propres policiers. Les policiers,
qui sont dans leur collectivité ou bien dans leur région, ce sont des policiers à eux qui ont même origine. Donc, si c'est un quartier chinois, il y a une communauté chinoise. On va trouver des écoles chinoises. Il n'y a que l'église chinoise. Tous les temples qu'on appelle pagodes, pour eux, bon, ils ne sont pas catholiques, c'est plutôt des pagodes qu'ils ont, ou bien des temples bouddhistes aussi, comme ils ont leur propre religion à eux, ou bien leur propre école, les écoles de karaté, c'est dans leur quartier, ils ont leur propre business, leur propre restauration, et eux, ils ne regardent pas la télé américaine, ils regardent la télé de chez eux, ils regardent ce qui se passe chez eux en même temps. Voilà, c'est un peu différent. Bon, c'est une communauté à part, déjà. Et pareil pour les Maghrébins qui sont aux États-Unis, ils sont séparés. Les Portoricains sont beaucoup plus associés aux Dominicains, mais ces communautés-là sont entre eux. Et puis, les gens de ces communautés sont entre eux. Et puis, si on va voir Haïti, on va Little Haïti. Vous voyez, c'est pareil, c'est comme ça, c'est très séparé. Ce n'est pas ce qu'on projette en France. En France, c'est différent. Les écoles sont les écoles sous la coupole de la République. Hein. C'est l'école républicaine. C'est ça, l'école républicaine. Voilà, c'est ça. Mais aux États-Unis, c'est totalement différent. Ce n'est pas la même chose. C'est le terme communautarisme, ça veut dire que ce sont des sociétés qui vivent, mais de manière séparée. Ils sont à l'intérieur de la majorité, ils vivent de manière séparée. Voilà. Voilà, donc merci M. Wilson Labossière, chercheur, enseignant, et puis journaliste aussi, hein, donc, qui fait beaucoup de choses dans la communauté. Donc n'oubliez pas la radio RPC, Radio Passion Culturelle, qui donne son service là-bas. Donc, mais toujours, on reste dans le livre parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de marketing de la diversité. Donc, il est auteur de ce livre. Donc, comme il a parlé, vous faites allusion avec des médias et vous citez H-Live dedans. Oui. Alors oui, ça encore, c'est un travail. J'étais obligé de parcourir un peu pour voir comment ça fonctionnait déjà, d'avoir une configuration globale. C'est pour cela, dans ce livre, je ne parle pas des médias qui sont uniquement en ligne sur Internet. Parce que quand c'est uniquement en ligne, il suffit que quelqu'un possède le mot de passe, un autre ne possède pas, tout est coupé, tout est fini. Okay. Tout est fini et après c'est disparu. Alors, ce que je présente, les différents types de médias qu'on va trouver dans les communautés, on parle les communautés au sens de la diversité. On va voir, par exemple, pour la communauté maghrébine, les médias du type Beurre et aussi des médias pour toutes les communautés comme Blog et Bondi Blog. Et voilà. Et puis pour les Antillais, Caribéens Antillais, on va avoir la première, ou bien la première c'est pour tous les Outre-mer qui vivent en France, la première, puis après le groupe La Première, on va trouver OM5 et BizNews, Télé-Anti aussi, j'ai failli oublier dans cette liste. Et puis pour les Haïtiens, on n'a que H-Live qui j'ai mentionné. On n'a que H-Live pour... Oui, comme média. Comme média, vraiment. Parce que le travail que je voulais faire, c'est montrer qu'un média grand public qu'on peut se connecter sans être d'origine haïtienne. Il suffit qu'on a une box et... on a une box et puis on prend la télécommande et puis voilà. Voilà, on va trouver ce média-là. Les gens de la communauté, il ne faut pas être jaloux, désolé, parce que c'est un travail de recherche. Le but du chercheur, c'est de présenter ce qui est réel, ce qui est palpable. Et moi, à la base, je viens d'un autre monde. Mais vous voyez que je parle des choses qui concernent la sociologie, la psychologie sociale, mais à la base, je suis ingénieur de formation, ingénieur agronome de formation, diplômé de l'Université d'État d'Haïti. Et puis, j'ai fait des études en nutrition humaine, après nutrition et agribusiness, déjà, en agribusiness, un master en agribusiness. Et puis, j'ai fait la thèse en technologie. Comme je viens du monde de l'école d'ingénieur, moi, mes réflexions se basent toujours sur ce qui est réel, ce qui est concret. Alors, c'est par rapport à ça. Et pareil pour les Asiatiques, et voilà, Bonjour la Chine, et
c'est un média qu'on n'est pas en contact, mais ça existe. Et je suis allé encore plus loin pour les religieux. J'ai parlé du groupe Cato, chaîne de télé Cato, qui existe aussi. J'ai parlé de ça, c'est un travail et c'est juste pour montrer que... Pourquoi je présente ces exemples-là? Alors, pour faire du business, là on parle du business, il faut qu'il y ait des médias. Il faut qu'il y ait des médias. Les médias sont des supports de communication. On ne peut pas se faire connaître sans passer par les médias. Mais est-ce que les Haïtiens comprennent ce que vous dites là? Oui, bon, ça, peut-être pour faire du business, il faut les médias. Alors que dans la communauté haïtienne, nous avons un média que vous pointez même. Vous estimez que H-Live est un média. Oui, alors peut-être il faut qu'on fasse une autre émission sur la communication parce que c'est ça aussi. Bon, j'enseigne la communication globale, la communication digitale et aussi la communication sur les réseaux sociaux. Et que on peut pas, les médias se trouvent au bout de la chaîne. C'est vrai, il y a le travail de recherche, on trouve tout, on collecte des informations, dépendamment de la stratégie. Les médias sont là pour faire de la relation publique et aussi de la stratégie volume en termes de communication. Stratégie volume en termes de communication, si vous préparez un spot audiovisuel, on va dire spot vidéo, mais vous pouvez utiliser YouTube, Facebook, mais il y a des publics que vous n'allez jamais toucher. Tout à fait. Par exemple, on parle en termes de génération, il y a des générations qui ne sont pas sur ni Facebook, ni sur YouTube, ni sur Instagram. Pour eux, ce sont des technologies de malheur, ils ne vont pas être dessus. Mais par contre, ils vont être toujours sur la télé. Ça, c'est pour faire de la publicité, pour faire du business, pour vous faire connaître, il faut passer par des médias. Alors ça, c'est important. Parfois, on a tendance à oublier ça. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Il faut que je dise la vérité. C'est comme ça. C'est très intéressant. Voilà. Et, mesdames, messieurs, nous allons prendre notre deuxième pause et la dernière dans l'émission. Donc, pour revenir après, donc restez. Et là, ne bougez pas. On va revenir tout à l'heure pour la suite de l'émission. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Screenshot que nous avons aujourd'hui avec nous. Et Wilson Labossière, journaliste, ingénieur, agronome, chercheur, enseignant et puis membre associatif, donc très actif aussi dans la communauté. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes avec lui. Mais ça me va parler là, me permettre que dernière partie ça me fait en créole, pas dit que me manquer des gars ou bien quoi, parce que ma fait émission. Nous connaissons l'émission ça, nous parlons créole, nous parlons français, nous n'avons aucun problème avec ça. Donc, parce que là, nous avons une catégorie de monde que nous allons adresser nous avec l'émission ça. Là, nous parlons de marketing de la diversité. Qui gens nous capables d'appliquer marketing de la diversité? Qui on a essayé de côté l'émission ça là? Qui ça le doit faire? Comment le fait? Alors, bon. Je ne pas fini là pour me vendre livre, c'est pas livre là. Non mais livre là, c'est ça là, livre là pour le servir. C'est pas pour nous vendre. Alors livre là, bon, après on a parlé des livres là. Comment on t'a supposé appliquer? Non ouais, là en France là, c'est que chaque emploi terme banlieue, dans chaque banlieue arrivé au jeunes côté gain pile concentration un groupe de personnes qui sortent dans un endroit quelconque. Ils créent un business. Ouais. Et business dans le marché, qu'est-ce qui vient acheter dans le main, c'est même mon yo. C'est dans ce sens-là. Nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes capables de faire. C'est que, voilà, nous avons un restaurant, c'est vrai, nous avons un restaurant, nous avons un pile média
déjà, il y a une compétition entre les médias. Déjà, ça, c'est pas assez. C'est faire business, de créer business. Déjà, mettez dans la tête, nous, population qui parle consommer existait déjà. Il existait déjà. Il existait déjà. C'est pour qui ça, les noirs, une fois, même que nous produit à bien cher, nous connaissons échelle chez nous, puis ça n'achète. C'est parce que nous, ça fait changer la caille. Ça fait changer la caille. Ouais. Et ça existait déjà. C'est mettre tes têtes nous ensemble, faire même genre avec la communauté malienne dans fait là. La communauté malienne sont une communauté qui est très avancée. Ils ont même arrivé à faire foire sur l'immobilier. Ils ont même arrivé à faire foire sur l'immobilier. Après, bon, sur produits cosmétiques, ça pas de problème là-dedans, ils ont développé. Alors, c'est développé déjà. Il y a différents secteurs, nous sommes capables de rentrer là-dedans. Déjà, le premier secteur, c'est le secteur cosmétique. Et dans le cosmétique, nous connaissons un plus grand pays qui a fourni matières premières nobles pour l'industrie, ça, c'est Haïti. Ça, nous ne parlons pas de ça, mais il y a un prochain livre qui va sortir sur agribusiness. On parle de produits cosmétiques. On dit que c'est Haïti qui est le premier pays qui a fourni matières premières nobles. Qui avait dit ça que pas mélanger. Pas mélanger avec produits chimiques. Oui, par exemple, nous connaissons, par exemple, gens qui devant nous, dans ça concernait l'huile vétiver. Oui. Et l'huile moringa, l'huile Nîmes, tout. Ça, c'est matière première qui coûtait un pile l'argent. Et nous-mêmes qui dans la diaspora, pas contentez-nous de revendre produits, parce que moi, presque la majorité haïtienne m'a rencontré, il y a revendre produits pour grandes compagnies. Mais nous sommes capables, mettez tête nous ensemble, mettons coopérative ou une association, prends contact avec M. Kambayo. Si nous avons besoin de contact avec graines, moi-même, nous quelques tuyaux pour nous rentrer en contact avec eux. C'est prendre contact avec eux, essayer, apprendre une formation 3-4 mois pour nous apprendre à fabriquer les produits, pour nous capables de respecter les normes, pour nous capables de standardiser les produits, lancer nous là-dedans, parce que le marché est disponible. Nous avons avec Haïtiens, Haïtiennes, nous avons avec Africains, et il y a moyen pour ça. Ça, il faut penser, marché, ça existe. Ça, c'est en termes de cosmétiques ethniques, marketing ethnique pour le domaine cosmétique. Dans le domaine alimentaire, c'est pareil. C'est essayer de mettre nous ensemble, essayer de faire produire venir en gros. Bon, tant de gens dans la communauté qui ont accréditation pour importer produits, pour faire produits en Haïti. Essayez à joindre les gens, mettez tête ensemble, faire produits haïtiens venir. Parce que chaque fois que vont côté, les gens dans le supermarché, dans le rayon maï qui sortit Haïti, ça fait qu'un plaisir quand même. Alors c'est pareil. Et les Haïtiens me connaissent, de chaque fois que la cam toujours seulement manger haïtien ou manger. Bon, même de manger haïtien, ils quittent manger, ils quittent habitué quitte la caille. Ça dit pour Congo, diri, ils disent toujours joindre ça. Mais essayez de mettre tête nous ensemble, créer un bon faisceau sur ça. Parce que l'offre là, ce n'est pas ici seulement qu'on vient acheter. Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, la vient acheter le nom et respecter ça. Moi, bon, ma vision est tout simple. Pendant que l'année, la première fois, je fais cours pour plus haïtiens depuis ma France, en l'école à la Défense. Mais là, je me dis de créole à parler, bon créole à parler. Je me fais un cours, je me sorti, et une petite dame qui vient me dit, monsieur, vous venez d'où? Moi, je me sorti à Haïti. Je dis, oh, mon père est haïtien. C'est comme ça. Après ça, la première question que je pose, est-ce que vous connaissez faire marinade avec piclis? Ouais, c'est ça le poser. Oui. Alors, dit que c'est ça. Domaine alimentaire là, nous sommes capables de rentrer là-dedans. Bon, domaine financier, il y a un besoin, surtout quantité d'argent diaspora voyé en Haïti, nous sommes capables de mettre tête nous ensemble pour nous créer un faisceau international. C'est comment alors? Ça c'est ça. Comment tout le monde a dit ça? Alors, c'est pas accréditation, c'est que chercher passer plus haut. Surtout, Kounia n'a parlé de BI, Business Intelligence, ou bien intelligence artificielle. Tout ça, par l'intermédiaire du Web 3.0, ça, nous sommes capables de créer. Nous sommes capables de créer une start-up qui existait seulement en ligne. J'ai fait avec une application que les Lydia qui permet tout. Partager l'argent, ça, nous sommes capables de faire. Et surtout, le commencer à développer en Haïti, la finance technologique. Créons FinTech.
Ça encore, c'est important. C'est juste, il faut d'accord négocier avec les grands parce qu'en Haïti, nous avons un Manitox qui a fonctionné très bien comme un start-up. Et après, nous avons un Digicel là. Comment le relais encore? C'est tout ça. Il a fonctionné déjà. Digicash, on va comme ça. Oui, Cash. Mon Cash, voilà. Mon Cash. Nat Cash aussi. Nat Cash aussi. Alors, c'est ça. Chercher un partenariat avec eux. Rivé, au lieu qu'il y a le bail comme dans Western Union, RIA, MoneyGram, ça aussi, ça c'est finance islamique à partir de la technologie nous capable de développer. Et puis bon, secteur immobilier à tout, bon, ça nous devons venir sur après. Mais base là, manger, c'est manger, technologie, puis cosmétique, 3 secteurs ça c'est secteur phare. Et d'ailleurs, je vais entendre ça, marketing ethnique là, origine c'est ethnique lié. Moun qui était premier inventé là sont femmes noires littérées aux États-Unis qui étaient les Sarah Bridlove. Voilà, ça encore nous capable faire nous capable développer courant ça en France. Vous dites première femme noire entrepreneur dans le monde. Première femme noire entrepreneur dans le monde moderne. Dans le monde moderne. Monde moderne. Sont femmes noires et déjà qui étaient un paquet blanc qui t'a travaillé avec elle et en plus de ça, elle te forme un paquet entrepreneur femme, il y a les Sarah Bridlove, même un film était sorti sur lui, le film qui s'appelle Made comme ça, il était sorti sur lui. C'est la première femme noire qui était Sarah Bridlove, il a marié avec un blanc qui vient porter non Marie, après il ça et madame c'était Sarah Bridlove, madame C.J. Walker, voilà. Alors c'est ça, avait dit que nous-mêmes, mesdames, surtout, essayez de bouger, créer plus que ça. Pas contenter-nous des produits artisanaux. Ça, pas tellement aimé ça. Toujours contenter-nous, on a besoin de produits artisanaux. Ça, c'est pour faire voir. Ça, il y a l'autre courant, ça, marketing, il y a une limite. Il y a 3 limites. Il faut qu'on ait quoi pour lâcher, pour faire tête les plaisirs, et il est capable de faire tête les plaisirs une fois. Mais là, on a un produit cosmétique, on a un produit alimentaire, c'est tout le temps on va vendre, tout le temps qu'on va rentrer dans le poche. Voilà, donc maintenant nous sommes arrivés à la fin, vraiment à la fin de l'émission. Content quand même d'avoir répondu à notre invitation, mais j'ai toujours posé cette question-là à tous mes invités. Peut-être que vous voulez quand même parler de sujet ou bien d'une question, alors que je n'ai pas posé cette question-là. S'il y a une dernière chose à ajouter que je n'ai pas posé cette question, c'était quoi pour vous? Bon, ce serait peut-être pour qui est ce livre, pour qui réalise ce livre, pour qui. Et ça, ce livre s'adresse à qui? Voilà. Alors, ce livre s'adresse, c'est pas pour, dommage, ce n'est pas seulement pour les Haïtiens, ça s'adresse à tous les étrangers qui arrivent en France. Ça, c'est un outil, bon, c'est la 4e couverture quand vous lisez, bon, il y a presque les mêmes blabla qu'on raconte, mais par contre, il y a un côté sérieux, c'est que on a tendance à critiquer nos hommes politiques qui nous envoient des personnalités qui pour travailler dans notre diplomatie, qui ne savent rien, qui ne connaissent même pas la France. Et alors, ce livre s'adresse à tous ces gens-là. Tous les diplomates qui arrivent en France, quelle que soit son origine, sa nationalité, ce livre-là pourrait l'aider déjà, juste à comprendre comment la France fonctionne et comment aborder les relations entre les différentes communautés et aussi les personnalités qui travaillent dans la solidarité avec les communautés ou bien qui sont proches des communautés. Le livre s'adresse à eux, surtout les élus aussi, c'est intéressant. Moi, je m'adresse beaucoup plus aux diplomates haïtiens qui arrivent en France, qui ne connaissent pas vraiment la France. Ce livre-là pourrait les aider. Bon, dommage, je ne peux pas donner à tous les étudiants. Quand un étudiant arrive en France, l'étudiant n'a pas assez de moyens. Déjà, ce serait intéressant si un étudiant pourrait consulter ces livres. Déjà, une fois qu'ils arrivent en France, ça pourrait l'aider déjà à comprendre comment fonctionne la société française. Déjà, voilà. Au-delà du business. Merci. C'était Wilson Laboussière aujourd'hui qui était avec nous pour parler du thème, pour développer le thème l'identité, l'ethnicité. Parlons-en. Et à travers ce livre que vous devez procurer, Marketing de la diversité. Voilà. Donc c'est mieux pour vous, surtout vous étant diplomate qui arrivez ici, vous ne connaissez rien entre les différentes communautés. Ce sera ce livre-là qui pourrait vous aider dans la communauté.
Madame, Messieurs, merci. C'était la 17e sortie de l'émission Screenshot. Je prends congé de vous. Nous disons à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir tout le monde. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.